Alors bonjour à tous, mais aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Cléo Marmier, qui fait partie de la communauté, on va dire, des développeurs, en tout cas qui a été aussi actrice et continue à être actrice dans le domaine du développement et de l'humanitaire. Alors Cléo, je vais te laisser te présenter. Si tu devais te décrire en trois mots, quels seraient ces mots-clés? Donc je m'appelle Cléo et si je devais choisir trois mots, j'essaierais, en tout cas j'espère que ça serait engagée, militante et joyeuse. Waouh, super. Dis-moi, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à... justement, tu as parlé d'engagement, tu es engagé à t'engager dans des projets de développement au sein d'organisations ou d'associations. Qu'est-ce qui t'a inspiré à passer à l'action? Ce qui m'a inspirée, ce qui m'a motivée à choisir les ONG, je pense que c'est profondément une envie d'être actrice du changement et de me saisir de tous les espaces de contre-pouvoir que je pouvais imaginer pour être actrice du changement. Je pense que c'est vraiment ça. J'ai été un peu déçue justement dans cette trajectoire, mais les ONG, à mes yeux, pouvaient représenter cet espace de contre-pouvoir avec des leviers économiques, politiques, militants, qui me paraissaient intéressants à investir et à explorer, au moins sur le début de ma trajectoire professionnelle. D'accord. Et donc, tu as parlé aussi d'être militante. Ouais, j'aimerais bien revenir sur cette notion-là. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire d'être militante aujourd'hui dans notre milieu? J'ai l'impression que le militantisme est peu à peu gommé en fait de ce secteur et je pense que c'est, en tout cas à mes yeux, l'une des priorités actuelles, c'est de remettre du militantisme. On se bat profondément pour des convictions, pour des valeurs, pour des idées, pour des gens. Et du coup, pour moi, le militantisme, c'est assumer cette position de vouloir être dans un rapport de force et de prétendre le gagner. Pour moi, c'est ça le militantisme. Mais ça peut être très doux aussi, c'est pas quelque chose de nécessairement dénonciateur ou violent. Ça peut être très doux, c'est une façon d'assumer ses valeurs et ses idées. J'ai l'impression qu'on diabolise peu à peu la figure du militant, qu'on en fait une figure un peu repoussoire. Et ça serait chouette, ça serait beau qu'au contraire, lorsqu'on travaille dans des ONG, lorsqu'on travaille et qu'on investit ce secteur-là, on assume cette position de militant. On a un horizon à atteindre et on va essayer de tout mettre en œuvre collectivement pour l'atteindre. Et pas seulement des objectifs, des indicateurs, des propales qui sont très belles dans les mots. C'est vraiment une situation qu'on voudrait changer et une alternative qu'on voudrait faire vivre. Pour moi, c'est tout ça. D'accord. En t'écoutant, je réfléchis en même temps par rapport à cette question d'être militant et en même temps quand on est dans des ONG finalement, ce militantisme, on le met au service de populations vulnérables. Et je vais être un peu provocante finalement. Est-ce que c'est une posture, comment dirais-je, pas éthique, mais finalement, en quoi notre militantisme, parce on parle là plutôt du milieu international, quand nous, occidentaux, on va dans des pays dits en développement, intervenir en tout cas accompagner les dynamiques locales. Et du coup, ouais, je reviens à ce militantisme. En quoi il peut être un levier pour ces populations? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt attendre justement que ce soit eux qui fassent preuve de militantisme? J'aimerais que tu me dises, en tant qu'élément extérieur, en quoi ça peut être vraiment un levier pour contribuer à lutter contre les injustices? C'est une question extrêmement vaste qui me questionne aussi beaucoup, cette histoire de légitimité, sur quel terrain on est légitime pour intervenir. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même des problématiques qui sont
transnationales et qui sont le fruit d'une histoire aussi, d'une histoire coloniale, d'une histoire économique et que du coup, en tout cas au début pour moi, le fait de travailler sur différents terrains, dans différentes zones, c'était de prendre acte du fait que les problématiques d'exclusion, de marginalisation, de paupérisation ce sont devenues des problématiques globales, peu importe l'environnement national dans lequel elles s'expriment. C'est un capitalisme néolibéral qui, sinon les a produits, au moins les a accentués. Et du coup, le fait de travailler dans différents pays, c'était de prendre acte de ça, de cette mondialisation qui a des effets sur les gens. Après, cette question de légitimité, moi, elle me pose beaucoup de questions et c'est aussi pour ça que là, j'ai envie peut-être de rentrer en France. Il y a cette phrase de Jean Ziegler que j'aime beaucoup qui est il faut lutter sur son palier. Et ça me pose beaucoup de questions, ça. Trouver quel est mon palier d'abord et comment est-ce que je vais pouvoir exprimer une lutte à cet endroit-là. Mais c'est une question très vaste et j'ai pas de réponse là-dessus et je la trouve très, très intéressante. D'accord. Par rapport à tes expériences justement dans le milieu des ONG, tu peux me rappeler dans quel pays tu as travaillé ? Ouais, j'ai travaillé au Maroc et en Tunisie là récemment, en Colombie, en Haïti et au Burkina Faso. Ah, d'accord, donc déjà quand même une sacrée expérience, hein ? Ouais, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance sur tout ça et en même temps, je pense que je suis allée peut-être un peu trop vite. Ok. Dans ces expériences, de quoi es-tu le plus fière, Cléo ? Fière d'avoir réussi parfois à m'insérer dans une aventure collective, d'avoir mis sa petite goutte dans un grand projet. Et puis en termes de fierté personnelle, c'est les liens que j'ai pu créer avec les équipes, avec les gens. Je pense que ça aussi, dans ce secteur, c'est une belle chose, c'est que c'est forcément des équipes multiculturelles avec des parcours, des profils très différents et réussir à nouer cette petite alchimie collective, je trouve que c'est chouette et c'est beau. Je me suis laissé entendre que tu étais particulièrement douée justement pour établir le lien. Selon toi, quelles sont tes 3 qualités justement qui favorisent voilà, ce lien au-delà de tout ce qu'on apprend comme méthodologie, qui sont plutôt en lien avec ta personnalité? J'aimerais que tu m'en parles. C'est intéressant. Si c'est pas trop indiscret. C'est très basique, hein, mais je pense que j'ai le sourire très facile. Et tout de suite, pour créer du lien, c'est déjà un pont important. Je pense que je porte aussi une grande attention dans mon parcours universitaire et personnel à tous les aspects du néocolonialisme. Et donc je pense que ça se traduit aussi dans mon comportement quotidien. Et puis, bon, le terme est un peu trop utilisé aujourd'hui, mais de la bienveillance, c'est vraiment ça qui joue. Mais le néocolonialisme, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très intéressant à explorer dans notre secteur. Il y a des comportements d'expatriés qui sont intolérables au XXIe siècle et qu'on voit quotidiennement que ce soit des associations, des ONG locales, internationales, des agences onusiennes, des comportements d'expatriés qui me font rougir personnellement et collectivement. Ouais. Et j'ai cru comprendre aussi un aspect que moi j'ai relevé parce qu'il est assez rare finalement quand on est étranger. Il me semble aussi que tu as parlé, donc tu as travaillé au Maroc et en Tunisie, c'est aussi le fait de pratiquer la langue, je dirais pas locale ou nationale parce que des fois elles sont nombreuses, mais je crois que tu parlais de Derija, c'est quand même assez exceptionnel. Pour les expatriés en Tunisie, français. C'était une catastrophe. En Tunisie, j'ai eu beaucoup de mal et j'y arrive pas du tout encore. Mais au Maroc, oui, au Maroc, j'ai fait une partie de mes études au Maroc. Et la Darija, ouais, ça a été une source de curiosité personnelle incroyable et c'est une langue que j'aimerais vraiment un jour maîtriser pleinement.
Et oui, clairement, ça change. Ça change ne serait-ce que parce que ça prouve l'attention qu'on porte concrètement à une culture, à un pays. Et tout de suite, ça change. J'ai senti ce basculement, en fait, entre le moment où tu es complètement hermétique à la langue et le moment où tu commences à te l'approprier et à discuter avec les gens. Et tout de suite, ça change tout, quoi, dans la façon dont on est perçu, dans la façon dont aussi on perçoit, parce qu'il y a plein de subtilités langagières qui sont formidables. Et non, c'est un champ à explorer qui est très très intéressant et j'aimerais l'approfondir carrément. Super. Pour toi, aujourd'hui, quels sont les 3 défis que les organisations, ou enfin tous les acteurs finalement clés du développement devraient adresser aujourd'hui pour faire une vraie différence voilà, dans les projets qu'ils portent, qu'ils mènent voilà. Pour moi, le premier défi, le défi essentiel, ça serait repolitiser l'action humanitaire. Dans le sens où j'ai l'impression, à partir de ma petite expérience, que le travail des ONG aujourd'hui gomme complètement les rapports de force, de domination et d'exploitation qui produisent cette situation de grande vulnérabilité d'une frange de la population. Ça veut dire que les ONG se positionnent, en tout cas dans les imaginaires, sur un terrain caritatif et vont pérenniser les inégalités puisque justement il y a les ONG qui sont là, je ne sais pas, pour distribuer des sacs de riz, qui sont là pour réagir en cas d'urgence. Et du coup, on va considérer la pauvreté comme inscrite dans l'ADN de l'humanité et pas du tout interroger le pourquoi est-ce qu'on en est là, quels sont les rapports de pouvoir, quelles sont les structures socio-économiques qui produisent cette domination, cette vulnérabilité. Donc repolitiser, c'est uniquement donner à voir les rapports de pouvoir qui sont en jeu dans cette vulnérabilité-là. Et moi, ce que je déteste lorsque je dis que je travaille dans des ONG ou que je travaille dans le secteur humanitaire ou du développement, c'est qu'on a l'impression que waouh, elle est gentille, quoi. C'est quelqu'un qui est gentil, qui a le cœur sur la main, qui est là pour être généreuse, pour donner de soi alors qu'on lui a rien demandé. Mais non, moi j'ai l'impression qu'au contraire, j'essaye juste de rétablir une situation d'injustice et d'être dans une forme de combat pour montrer pourquoi est-ce que c'est profondément injuste et que c'est intolérable en fait. Et que c'est pas juste... je déteste l'ambition charitable quoi, qui a parfois derrière certaines ONG et le fait qu'elles pérennisent ces situations. Donc 1, repolitiser. 2, revoir les modalités de financement, je pense, des projets et des actions. Je pense qu'il y a une extrême dépendance aux fonds institutionnels, donc aux bailleurs de fonds. Et ça engendre une perte d'indépendance et ça engendre surtout une situation où les structures vont devenir les maîtres d'œuvre de projets qui ne leur appartiennent plus en fait, qui répondent uniquement aux exigences de ceux qui sont détenteurs des fonds et qui vont demander à ces associations et à ces ONG de mettre en œuvre leurs projets. Et le troisième, je dirais, de s'occuper sincèrement du bien-être de leurs employés. Que cette prétention de défendre la dignité humaine se lise aussi dans les pratiques quotidiennes, managériales, administratives des personnes qui font l'organisation. J'ai vu tellement de personnes en burn-out, en situation d'épuisement professionnel, de doute, et des gens qui vont vraiment s'épuiser psychologiquement, affectivement et physiquement quoi, sur ces trucs-là, et c'est pas tolérable, c'est pas sain quoi, c'est un jeu c'est un match nul quoi. Si les gens qui essayent de produire ces actions sont malheureux et qu'en plus l'impact sur les gens à qui est destiné ces actions est faible, sinon presque négatif, c'est un jeu à match nul et on se demande pourquoi est-ce qu'on continue à mobiliser autant d'énergie et de fonds sur ces thématiques quoi. Ouais, j'ai presque envie de dire à qui sert le crime dans ce cas-là, parce que c'est quand même
des systèmes, des fonctionnements qui perdurent depuis très longtemps. Ouais. Et on y reviendra après parce que tous ces questionnements sont partagés. J'ai l'impression qu'ils sont vachement partagés, mais finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait pour changer, ou même si les intentions sont là, ça ne se traduit pas aussi aisément qu'on pourrait l'imaginer, parce qu'il semble que la plupart des acteurs ne sont plus satisfaits de la façon dont les pratiques sont développées au regard des valeurs qu'on défend tous. Voilà. Alors j'aimerais revenir sur le premier défi, parce que c'est un point assez intéressant. Enfin, les trois sont intéressants, mais celui-là, il met l'accent justement sur repolitiser effectivement ce domaine. Moi, j'aimerais que tu m'expliques assez simplement sur quelques pistes pour le comment, parce que souvent les gens, ils ont envie, mais ils sentent que ça fait sens, mais on ne sait pas, chacun à notre niveau, comment on peut justement devenir acteur de cette repolitisation. C'est presque difficile à dire. C'est dur comme question. C'est dur parce que moi-même, je me la pose en fait. J'ai conscience de ce défi-là et je me demande comment, à mon échelle, je peux repolitiser. Au sein des ONG, en tout cas, dans lesquelles j'ai travaillé, je ne me suis pas sentie la place ou la force d'engendrer cette repolitisation. Mais je pense que ça passe d'abord... Ah, c'est dur, hein. Par une réflexion personnelle, essayer de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Pourquoi est-ce que, je sais pas, très basiquement, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont pauvres? Pourquoi aujourd'hui au XXIe siècle, alors qu'on n'a jamais produit autant de richesses, on n'arrive pas à partager cette richesse? Pourquoi est-ce qu'on nous fait croire que la misère est normale? Pourquoi est-ce qu'on nous fait croire que certaines personnes pourraient aller la soulager? C'est Haïti. Haïti a été un élément déclencheur dans ce cheminement sur la repolitisation de l'action humanitaire. C'est que on considère que ce qui se passe sur cette île, et c'est une situation d'une violence extrême, est normal et qu'il faudrait juste envoyer un peu plus d'argent, un peu plus de nourriture, un peu plus d'infrastructures, alors qu'en fait, Haïti est dans cette situation parce qu'il y a eu un enchevêtrement de colonialisme, d'ingérence, d'instrumentalisation, les États-Unis qui ont inondé le marché avec des arachides subventionnés alors que l'île était productrice de ces arachides. Un enchevêtrement où en fait les personnes qui en sortent gagnantes, c'est ceux qui sont déjà détentrices d'une richesse, qu'elle soit sociale ou économique. Et pour moi, ça a été insupportable de me dire que je participais à ce système-là. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'essaye de dire. Mais pour moi, Haïti a vraiment été un électrochoc sur pourquoi l'action humanitaire aujourd'hui ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à croire qu'on va soulager ponctuellement la misère et qu'en plus on va en tirer un prestige symbolique parce qu'on travaille pour une ONG ou parce qu'on est un bailleur de fonds qui avons apporté des moyens. C'est intolérable. Et je me souviens aussi de chefs de projet qui trouvaient que les bénéficiaires n'avaient aucune reconnaissance pour le travail qu'ils effectuaient. Ça veut dire qu'ils attendaient une reconnaissance des bénéficiaires. Et je pense qu'il faut qu'on sorte complètement de ce paradigme. On n'est pas gentil quand on fait de l'action humanitaire, on rétablit un droit. Et je pense qu'il y a dans aucune, en tout cas des formations que j'ai suivies, cette notion-là on est en fait leurs obligés. Et attendre de la reconnaissance, c'est déjà fausser complètement le schéma de l'intervention. C'est vraiment intéressant. Là, je reviens justement sur le pourquoi de notre engagement. Je sais que j'avais été interpellée par mon coach à l'époque, quand j'étais un peu perdue sur
sur ma façon de mieux manager mes équipes. Et donc elle m'accompagnait, elle avait mis en lumière en fait elle m'avait questionné sur mon moteur dans mon engagement, et ça me fait penser à ça en t'écoutant, où elle avait montré que, et à juste titre, hein, je le reconnais à l'époque, que j'étais plus dans la recherche de reconnaissance et de mes pairs, de mes supérieurs et bien sûr des bénéficiaires, plutôt que, comme tu dis, moi je traduisais par ce sentiment d'être utile, en quoi c'était utile. Non, moi, un de mes moteurs à l'époque était vraiment basé sur la reconnaissance. Et quand je t'écoute, ça me ramène aussi à ça et aussi éventuellement à nos blessures qu'on cherche peut-être à réparer. Et ça peut avoir un côté positif, et en même temps, si on ne le fait pas en pleine conscience aussi, ça peut aussi nous amener à faire des choix, pas que pour nous, qui peuvent être préjudiciables. C'est vrai que quand on parle de tout ça, on ouvre une porte et puis c'est la boîte de Pandore aussi. Moi j'aimerais tu me parles, si tu pouvais nous citer 3 astuces, 3 méthodes, 3 outils que tu adores utiliser dans le cadre de tes pratiques. Je sais pas, ça peut être à tous les niveaux, au regard d'un projet. J'ai été beaucoup inspirée, moi, par les méthodes de l'éducation populaire. J'étais avec les CMEA, c'est les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Et à cette occasion, j'avais appris plein de méthodologies participatives, d'éducation populaire, pour complètement désacraliser le savoir, et de faire un savoir plus horizontal, moins vertical. Et ça a été des boîtes à outils qui m'ont servi, mais presque systématiquement dans toutes mes expériences. Ensuite, quel autre... C'est intéressant, j'ai jamais vraiment réfléchi. C'est bête ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'on en manque tellement, c'est la douceur dans la façon d'interagir professionnellement. J'ai l'impression qu'on en manque cruellement, comme si, surtout chez les jeunes managers d'ailleurs, où il y a une volonté de dureté, d'asseoir sa position, sa légitimité, et du coup il y a des échanges interpersonnels et professionnels qui sont souvent presque dans la violence, la dureté, le devoir. Et réinstaurer un peu de douceur dans ça, c'est... Et là, ça me fait penser tout de suite à une méthode que personnellement j'adore, qui est la communication non violente. Hein. En t'écoutant, j'ai pensé à Marshall Rosenberg, pour l'avoir expérimenté et suivi des personnes qui pratiquaient cette communication non violente. Il me semble aussi effectivement que ça serait bien d'équiper tout le monde, clair. Et pour sa vie professionnelle, sa vie familiale, enfin à tous les niveaux, c'est tellement bénéfique aussi. Super intéressant. Et une dernière astuce que tu aimerais partager? Après, je suis jeune, j'ai développé peu d'astuces pour l'instant. Ou que tu as vu chez les autres et ça t'a inspiré, ça t'a fait vraiment vibrer et tu t'es dit j'aimerais vraiment en savoir plus pour pratiquer. Mais j'aimerais que tu me les apprennes. Ouais, c'est chouette. Non, mais c'est vrai que la communication non violente, franchement, je trouve que ça peut vraiment faire la différence. Évidemment, il y a l'écoute active. Ouais. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup fait évoluer parce que, comme beaucoup de personnes, j'écoutais pour préparer mes arguments pour contredire ou asseoir ma position. Et là, effectivement, ça m'a amené aussi à être plus dans l'observation et vraiment à écouter pleinement la personne pour moi prendre en compte, effectivement, et plus être dans cette relation de pouvoir ou de vouloir avoir raison, quoi. Si, je l'ai, peut-être la dernière. C'est porter une attention particulière aux pratiques endogènes de protection dont on parlait récemment.
Et ça, j'ai l'impression que si c'était fait, il y aurait un impact tellement plus fort et des interventions tellement plus précises et bénéfiques en fait. Et voilà, donc c'est pas une astuce que j'ai déjà beaucoup mis en place, mais c'est une que j'aspire à explorer plus profondément. Oui, c'est très intéressant parce que souvent on pense en fonction de nos standards. Tu parles de la protection, je pense à la protection de l'enfance évidemment, et on pense que nos standards internationaux sont les meilleures pratiques et ça met un filtre justement sur notre compréhension des pratiques existantes. Et qui peuvent nous sembler a priori selon nos standards pas forcément des pratiques de protection, mais en réalité quand on constate qu'on ne les favorise pas, ça peut amener l'enfant dans une situation bien plus vulnérable que lorsqu'on appuie nos standards. Je pense particulièrement au mariage précoce qui peut hérisser les cheveux de la plupart d'entre nous. Et en même temps, dans certaines situations, on a constaté effectivement que ça protégeait la jeune fille par rapport à un contexte particulier. Voilà, je ne vais pas développer, mais c'est vrai que je fais le lien avec l'interview de la personne qui était spécialiste sur la protection de l'enfance, où elle citait, comme toi, l'intérêt de bien comprendre ces mécanismes et d'être attentif à comment on pourrait plutôt renforcer ces... Et du coup, ça me fait penser justement, quand on parlait des défis, je pense que réinsérer de la sociologie et de l'anthropologie sociale, bon, réinsérer c'est faux parce qu'il y a quand même un gros travail qui est fait, mais en tout cas prendre en considération plus largement tout ce travail de recherche et de recherche-action. Et il y a peu de moyens qui sont mobilisables pour ça, mais il faut essayer de les trouver, essayer de trouver le temps, les ressources pour porter attention à tout ça, de l'anthropologie sociale, de l'ethnographie, de la sociologie, et essayer de faire s'emboîter en fait le monde de l'action humanitaire et du développement et le monde universitaire de la recherche, et qu'elles se répondent, qu'elles dialoguent. Il y a des initiatives, bien sûr, mais qui sont encore trop marginales par rapport à la priorité que ça devrait être, quoi. Ouais, c'est très intéressant. Et quand on voit qu'actuellement une partie des financements sont vraiment axés sur le contrôle et c'est ultra coûteux, alors qu'effectivement si on pouvait rééquilibrer et mettre un peu plus ce paquet sur tout ce qui va nous amener à avoir une meilleure compréhension des problématiques et aussi peut-être réouvrir les possibilités d'intervention, sortir des approches dont on sait qu'elles ne sont pas très efficaces, ça serait vraiment intéressant. Et du coup, sortir aussi peut-être du mode projet exclusif et rentrer sur des modes programmatiques de longue durée. Parce que le mode projet, mine de rien, ça asphyxie quand même pas mal de possibilités de pérennisation, d'accompagnement, de suivi. Ce mode du financement qui déclenche le projet, puis la clôture du projet, et hop, emballer, c'est peser. On passe à autre chose. Tout à fait. Et enfin, pour conclure cet entretien, Cléo, j'aimerais que tu puisses partager avec nous. Je n'ai pas très bien introduit, mais c'est pas grave, je reprends. Dis-moi, dans notre domaine, est-ce qu'il y a une personne qui t'intéresse, que tu admires, pardon. Quelle est la personne que tu admires le plus dans notre milieu, qu'elle soit connue ou pas connue? En ce moment, c'est pas vraiment de notre milieu, mais Michel Agier, qui est un chercheur à l'EHESS, qui travaille sur la gestion des indésirables et comment on produit des indésirables. Et du coup, il a beaucoup travaillé sur les camps de réfugiés. Et pour moi, c'est une source d'émulation intellectuelle fascinante. Donc, c'est pas vraiment dans notre secteur, mais en même temps, ça le nourrit et ça l'interroge. Intéressant. Alors, je te lance un défi avant de conclure vraiment. Moi, je ne connais pas du tout ce monsieur, mais quand tu m'as parlé de la question des indésirables, tout de suite, j'ai eu envie d'en savoir plus. Donc, je voudrais te lancer un défi et on verra si tu l'acceptes. Tu as parlé de faire des podcasts et je trouverais merveilleux d'avoir un podcast à un entretien
toi avec cette personne. Ça J'adorerais. serait formidable. J'adorerais, je signe tout de suite. Alors, on attend ton podcast. Écoute, vraiment un grand merci. C'est un régal de t'écouter et vraiment, j'espère que tu continueras à faire partie des personnes qui vont continuer à challenger les acteurs dans ce milieu. Merci Merci à toi. Cléo. Merci.